Il y a une personne, tu sais laquelle. Tu n'as peut-être pas pensé à elle depuis des semaines, ou peut-être que tu penses à elle tous les jours sans vraiment comprendre pourquoi. Cette personne qui t'a marqué d'une façon que tu ne sais pas tout à fait nommer. Pas forcément quelqu'un que tu as aimé, même si ça peut être ça. Pas forcément quelqu'un qui t'a fait du mal, même si ça peut être ça aussi. Juste quelqu'un. Quelqu'un dont la présence a laissé quelque chose en toi que le temps n'efface pas complètement. Ce quelque chose, je veux qu'on le regarde ensemble ce soir. Parce que, depuis des siècles, des hommes et des femmes qui pensaient profondément aux choses ont remarqué la même anomalie. Une anomalie dans la façon dont on perçoit l'autre. Une anomalie dans la façon dont on croit voir quelqu'un, alors qu'en réalité, on ne voit peut-être jamais vraiment quelqu'un. Pas vraiment. Et si ce que tu appelles rencontrer quelqu'un était en réalité quelque chose d'autre, quelque chose de plus étrange, de plus vertigineux, de plus solitaire aussi, quelque chose qui te ressemble davantage que tu ne veux bien l'admettre. Il y avait dans la Grèce ancienne un courant de penseurs qu'on a longtemps mis de côté. Pas Platon, pas Aristote, ceux qui venaient avant, les présocratiques. Des hommes qui regardaient le monde avec des yeux neufs, avant que la philosophie devienne une discipline, avant qu'elle ait des règles, des catégories, des examens. Des hommes qui pensaient encore comme on respire, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Parmi eux, il y en avait un qui s'appelait Héraclite. Il vivait à Éphèse, une cité grecque sur la côte ionienne, aux alentours de l'an 500 avant notre ère. On ne sait presque rien de lui. On a quelques fragments, quelques phrases arrachées au temps, et c'est tout. Mais ces fragments ont traversé 25 siècles, donc il faut croire qu'ils contenaient quelque chose. Une de ses phrases les plus connues dit ceci : « On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. » On l'enseigne dans les lycées. On l'explique vite. Le fleuve change, l'eau n'est jamais la même, tout est en mouvement, voilà. Mais Héraclite ne s'arrêtait pas là. La phrase complète, dans sa version la plus fidèle, ajoute « Parce que de nouvelles eaux coulent toujours. » Et parce que tu n'es plus le même non plus. Autrement dit, ce n'est pas seulement le fleuve qui change, c'est toi aussi. Tu ne te baignes jamais 2 fois dans le même fleuve parce qu'il n'y a jamais 2 fois le même toi. D'ailleurs, c'est intéressant de s'arrêter là-dessus. Mais bon, passons pour l'instant. Je veux qu'on arrive quelque part avec ça. Ce que disait Héraclite dans tous ces fragments, c'est une idée qui donne le vertige si on la regarde vraiment en face. Il disait que tout coule. Panta rei en grec. Tout est flux, tout est mouvement, rien n'est fixe. Pas les choses, pas les saisons, pas les corps. Et pas toi non plus. Et donc, si tout coule en toi comme un fleuve, qu'est-ce qui reste ? Héraclite avait une réponse. Il appelait ça le logos, un mot qu'on traduit souvent par raison ou par ordre, mais qui est en réalité beaucoup plus difficile à saisir que ça. Le logos, pour lui, c'était quelque chose comme la structure invisible qui maintient ensemble tous les contraires. La tension qui fait tenir l'arc. Le silence entre les notes qui donnent la musique. Pas quelque chose que tu peux nommer facilement. Quelque chose que tu sens. Et ce logos, il ne disait pas qu'il était en toi, il disait qu'il était commun, partagé. Que tous les hommes dorment dans leur monde particulier, mais que ceux qui s'éveillent partagent le même monde. Ce monde commun, c'était le logos. Donc, si quelque chose en toi est commun à tout, si quelque chose en toi est partagé avec tout ce qui existe, alors quand tu regardes l'autre, qu'est-ce que tu regardes exactement ? Je veux qu'on pose la question différemment maintenant. Tu te souviens de cette personne, celle à qui tu as pensé au début. Essaie de te rappeler le moment précis où tu l'as rencontrée. Pas rencontrée au sens administratif, au sens de la première fois où vos chemins se sont croisés. Je parle du moment où tu l'as vraiment vue, où quelque chose s'est produit. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans ce moment ? Il y a une réponse évidente.
Tu t'es intéressé à elle. Tu as remarqué quelque chose. Une façon de parler, un regard, une présence. Quelque chose t'a attiré, ou au contraire quelque chose t'a mis mal à l'aise, ou les deux en même temps, parce que souvent c'est les deux en même temps. Mais voilà la question qu'on ne pose jamais. D'où venait cet intérêt? Qu'est-ce qui, en toi, a décidé que cette personne méritait ton attention? Parce que tu croises des dizaines de personnes chaque jour, des centaines peut-être, et la plupart passent sans laisser de traces. Tu ne te souviens pas d'elles. Elles n'ont pas allumé quelque chose en toi, elles sont passées, et c'est tout. Pourquoi elles et pas les autres? La réponse la plus simple serait parce qu'elle avait quelque chose, parce qu'elle était différente, parce qu'il y avait en elle une qualité particulière que les autres n'avaient pas. Mais cette réponse, si on la regarde honnêtement, elle pose un problème. Parce que cette qualité particulière, tu ne l'as pas inventée de rien, tu l'as reconnue. Et pour reconnaître quelque chose, il faut déjà le connaître. Il faut déjà le porter en soi d'une façon ou d'une autre. Enfin, quand je dis reconnaître, c'est peut-être pas tout à fait le bon mot, c'est plutôt raisonner. Comme deux cordes qui vibrent à la même fréquence. L'une fait vibrer l'autre, pas parce qu'elle est différente, mais parce qu'elle partage quelque chose. Spinoza était un philosophe du XVIIe siècle, un juif d'Amsterdam, excommunié par sa propre communauté à 23 ans pour des raisons qu'on ne connaît pas exactement. Il a passé le reste de sa vie seul, à polir des lentilles de lunettes pour vivre et à écrire. Ses livres ont failli être brûlés. Certains l'ont détesté profondément. D'autres ont dit qu'il était le philosophe le plus radical qui ait jamais existé. Ce qui m'intéresse chez Spinoza, ce n'est pas l'image du sage isolé, même si elle a quelque chose de beau. C'est une idée précise qu'il a développée, une idée sur le désir. Spinoza disait ceci dans une formule qui retourne complètement notre façon ordinaire de penser. Nous ne désirons pas les choses parce qu'elles sont bonnes. Nous croyons qu'elles sont bonnes parce que nous les désirons. Laisse cette phrase faire son chemin une seconde. Ce n'est pas la qualité objective d'une chose qui déclenche ton désir. C'est ton désir qui projette sur la chose ce que tu appelles sa qualité. Tu désires et ensuite tu construis une histoire pour expliquer pourquoi tu désires. Tu habilles le désir de raison, de justification, de vertu que tu prêtes à l'objet de ton désir. D'ailleurs, tu l'as senti toi-même. Quand tu n'étais plus dans l'état de désir, quand la relation était terminée ou que l'intérêt était passé, tu regardais cette même personne et tu te demandais « Mais qu'est-ce que je lui trouvais ?» Comme si les qualités que tu lui avais prêtées s'étaient évaporées. Comme si elles n'avaient jamais vraiment été là. Elles n'étaient pas là. Pas comme des faits objectifs en tout cas. Elles étaient là parce que tu les avais projetées. Mais alors, si ce que tu vois dans l'autre est en partie une projection, qu'est-ce que tu projettes exactement? D'où ça vient, cette matière que tu poses sur un visage, sur une présence, sur quelqu'un que tu viens juste de rencontrer? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Spinoza, encore lui, parlait du conatus, un mot latin qui veut dire quelque chose comme l'effort de persévérer dans son être, l'effort de continuer à exister. Il disait que tout ce qui existe cherche à persister, à se maintenir, à durer. Les pierres, les plantes, les animaux, les hommes, tout. Ce n'est pas une loi morale, ce n'est pas un commandement, c'est juste ce qui est. Et pour les hommes, ce conatus prend la forme du désir. Le désir, au sens large, comme force vitale, comme élan vers ce qui augmente notre puissance d'exister. On est attiré par ce qui nous fait sentir plus vivants. On s'éloigne de ce qui nous diminue. Donc, quand tu rencontres quelqu'un et que quelque chose s'allume, ce quelque chose dit « Là-dedans, il y a quelque chose pour toi. Quelque chose qui t'augmente. Quelque chose qui résonne avec ce que tu es, ou avec ce que tu cherches à être, ou avec ce que tu n'as pas encore réussi à être. » Autrement dit, ce que tu vois dans l'autre, c'est toi. Pas une copie de toi, pas un double.
mais quelque chose qui appartient à ta propre carte intérieure. Une zone de toi que l'autre rend visible, soudainement, parce que sa présence l'éclaire d'une façon que ta propre vie ordinaire n'éclairait pas. Il faut s'arrêter sur cette idée parce qu'elle est facile à mal comprendre. Dire que tu vois toi-même dans l'autre, ça ne veut pas dire que l'autre n'existe pas. Ça ne veut pas dire que l'autre est une illusion, un fantasme, une création de ton imagination. L'autre existe. L'autre a sa propre vie, ses propres blessures, ses propres désirs qui n'ont rien à voir avec toi. Mais ce que tu perçois de l'autre, la façon dont tu le lis, ce que tu retiens de lui, ce qui t'attire ou ce qui t'irrite ou ce qui te fascine, tout ça passe par le filtre de ce que tu es. Et ce filtre, tu ne le choisis pas. Tu ne peux pas le retirer. Il est là, entre toi et le monde, entre toi et chaque personne que tu rencontres, aussi transparent et aussi épais qu'un miroir. Héraclite avait une image pour ça. Il disait que les hommes ne comprennent pas le logos même quand ils l'entendent, qu'ils ressemblent à des gens qui dorment en croyant être éveillés, et que même quand ils sont éveillés, ils construisent chacun leur monde particulier, fermé sur lui-même. C'est-à-dire que chacun vit dans sa propre version de la réalité, et que la plupart du temps, on ne le sait pas. On croit voir le monde, on croit voir l'autre, alors qu'on voit notre propre intériorité projetée sur le monde, sur l'autre, sur tout. Le miroir n'est pas dans l'autre. Le miroir, c'est toi. Je sais, il y a quelque chose de difficile à accepter là-dedans. Parce que si c'est vrai, ça veut dire que les relations les plus intenses de ta vie, les rencontres qui t'ont le plus marqué, celles que tu portes encore des années après, elles n'étaient pas seulement des rencontres avec quelqu'un, elles étaient des rencontres avec quelque chose en toi, des révélations, des dévoilements. Et ça peut sembler réducteur, ça peut sembler solitaire, comme si on était condamné à ne jamais vraiment rejoindre l'autre, à toujours rester dans sa propre bulle, à n'aimer finalement que son propre reflet. Mais je pense que c'est exactement le contraire. Parce que ce que l'autre révèle en toi n'est pas rien. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un défaut de ta perception. C'est quelque chose de réel, quelque chose qui existait en toi mais que tu ne pouvais pas voir, pas atteindre, pas toucher tout seul. Et l'autre, par sa présence, par ce qu'il est, a rendu visible ce qui était invisible. C'est ça l'effet miroir, pas une déformation, une révélation. Il y a un fragment d'Héraclite que je n'ai pas mentionné encore et qui change quelque chose à tout ça. Il disait « Tu ne peux pas trouver les limites de l'âme en marchant, même si tu parcours tous les chemins. Elle a un logos si profond, une âme si profonde qu'elle n'a pas de fond, un intérieur sans limite. » C'est une image étrange, non? On imagine facilement les limites d'un corps, on imagine facilement les limites d'une ville, d'un pays, d'une planète, mais les limites d'une âme. Héraclite dit qu'il n'y en a pas, que tu pourrais marcher vers l'intérieur de toi-même à l'infini et ne jamais toucher le fond. Et donc, si l'autre te révèle quelque chose de toi, et si toi tu es sans fond, alors ce que l'autre peut révéler est lui aussi sans limite. Chaque relation est une exploration d'un territoire qui n'a pas de bord. Chaque rencontre significative est un pas de plus vers quelque chose en toi que tu ne connais pas encore. Ce n'est pas appauvrissant, c'est vertigineux, dans le bon sens du terme. Il y a des gens qui nous énervent, pas tous les gens, mais certains, d'une façon qui semble disproportionnée. Tu croises quelqu'un et quelque chose en toi se crispe. Tu n'aimes pas sa façon de parler, tu n'aimes pas sa façon d'occuper l'espace, tu n'aimes pas quelque chose, même si tu n'arrives pas toujours à dire quoi exactement. Et souvent, si tu es honnête avec toi-même, tu remarques que cette irritation dépasse la raison. Cette personne n'a rien fait d'objectivement répréhensible. Elle existe, c'est tout. Mais sa simple existence te dérange.
Pourquoi? La réponse commode serait parce qu'elle a quelque chose de désagréable, un trait de caractère, une attitude. Mais si on pousse plus loin, si on applique ce que disait Spinoza, on arrive à une autre piste. Ce qui t'irrite chez l'autre, c'est peut-être quelque chose que tu reconnais, pas quelque chose que tu admires, quelque chose que tu combats, quelque chose que tu as en toi et que tu ne veux pas voir. C'est-à-dire que l'autre, en étant ce qu'il est sans s'en excuser, te renvoie à une image de ce que tu refuses d'être, ou de ce que tu es malgré toi, ou de ce que tu aurais pu être si tu avais fait d'autres choix. Le miroir ne montre pas toujours quelque chose de beau. Parfois, il montre quelque chose qu'on préférerait ne pas voir. Il y a une idée très ancienne, qui précède même Héraclite, venue de Sicile cette fois. L'idée que le semblable perçoit le semblable. Que tu perçois le feu parce qu'il y a du feu en toi. Que tu perçois la tendresse parce qu'il y a de la tendresse en toi. Que tu es touché par ce qui entre en résonance avec ce que tu es déjà. Autrement dit, ce que tu perçois de l'autre n'est jamais neutre. Ce n'est jamais une observation depuis nulle part. C'est une perception depuis toi, depuis tout ce que tu as vécu, depuis tout ce que tu portes, sans forcément le savoir. Et donc, ce que tu perçois de l'autre n'est jamais neutre. Ce n'est jamais une observation objective depuis nulle part. C'est une perception depuis quelque part, depuis toi, depuis ta propre constitution, depuis tout ce que tu es et tout ce que tu as vécu. L'autre n'est jamais séparé de toi dans ta perception. Il est toujours un peu toi, malgré toi. Mais maintenant, une chose encore plus difficile. Si tout ce que tu perçois de l'autre passe par ce filtre, par ce miroir, par cette projection de ta propre intériorité, est-ce que tu as jamais vraiment rencontré quelqu'un? Est-ce que la rencontre est possible? Je pose la question sérieusement, pas pour désespérer, mais parce que la réponse qu'on donne à cette question change tout. Il y a une première réponse, et elle est triste. Elle dit « non ». On est tous enfermés dans notre propre perception. On ne sort jamais vraiment de soi-même. L'autre est toujours, en définitive, un objet de notre imagination, habillé avec des éléments du réel, mais fondamentalement reconstruit par nous. Héraclite aurait peut-être dit quelque chose comme ça, que chacun dort dans son monde particulier, que la rencontre avec le logos commun est rare, peut-être impossible pour la plupart. Mais il y a une deuxième réponse, et cette deuxième réponse est plus étrange, plus difficile à formuler, mais je pense qu'elle est plus juste. Elle dit « c'est précisément parce que l'autre te révèle quelque chose de toi que la rencontre a lieu. Pas malgré le miroir, mais à travers lui. La rencontre n'est pas une fusion, elle n'est pas une disparition de soi dans l'autre ou de l'autre dans soi. La rencontre, c'est le moment où deux intériorités sans fond se reflètent et s'éclairent mutuellement. Ce n'est pas moins que ce qu'on croit, c'est différent. » Et Spinoza revenait toujours à la même question par-dessous. Pas la question de ce qu'on ressent, mais la question de ce qui cause ce qu'on ressent. Il disait que les hommes croient être libres dans leurs choix parce qu'ils sont conscients de leurs désirs, mais ignorants des causes qui les déterminent. C'est-à-dire que tu crois choisir librement les personnes que tu aimes, les relations que tu construis, les gens vers qui tu vas, mais en réalité, quelque chose en toi choisit à ta place, quelque chose que tu ne vois pas, quelque chose qui précède ta pensée consciente. Ce n'est pas du fatalisme. Spinoza ne dit pas que tu n'as aucune liberté. Il dit que ta liberté, si elle existe, passe par la connaissance de ces forces qui t'habitent et qui orientent ton désir sans que tu le saches. Plus tu comprends ce qui te meut, plus tu peux, peut-être, infléchir la direction. Mais la plupart du temps, on ne cherche pas à comprendre. On se laisse porter. On croit voir l'autre clairement, on croit savoir ce qu'on ressent pour lui et pourquoi. On construit toute une histoire. Et cette histoire a sa logique. Elle a sa beauté parfois, sa douleur aussi. Mais elle est bâtie sur quelque chose qu'on n'a jamais regardé en face. Donc la vraie question n'est pas « qui est cet autre qui m'a marqué ?» La vraie question est «
Qu'est-ce qui l'a rendu visible en moi? Prenons du temps sur cette question, parce que je pense que c'est là que quelque chose peut vraiment se passer pour toi, si tu écoutes. Cette personne, celle à qui tu penses depuis le début, qu'est-ce qu'elle a rendu visible en moi? Pas ce qu'elle t'a apporté, pas ce qu'elle t'a pris, pas ce qu'elle a fait, mais ce qu'elle a révélé, ce qui était là avant elle, dormant, et qui a surgi à son contact. Parfois, c'est une capacité, une façon d'être que tu ne savais pas avoir, une tendresse, une colère, une lucidité, une folie douce. Des choses qui ne s'étaient jamais manifestées avant cette personne et qui ne se sont peut-être jamais manifestées de la même façon après. Parfois, c'est une blessure, quelque chose d'ancien, de prior à elle, qui existait déjà mais qui était enfoui sous la surface de ta vie quotidienne. Et sa présence ou son départ, ou la façon dont elle t'a regardé ou ne t'a pas regardé, a fait remonter ce quelque chose avec une force qui t'a surpris toi-même. Parfois c'est un désir, pas pour elle nécessairement ou pas seulement pour elle, un désir de quelque chose de plus grand, de plus vrai, de plus libre. Un désir que tu ne savais pas formuler avant de la rencontrer et qui depuis ne te quitte plus. D'ailleurs, c'est intéressant de remarquer ça. Souvent, les personnes qui nous ont le plus marqués ne sont pas celles avec qui on a passé le plus de temps. Ce sont celles dont la présence a agi comme un déclencheur, comme une clé qui ouvre une porte qu'on ne savait même pas qu'elle existait. Mais bon, passons. Héraclite pensait que les contraires sont liés, que le chaud et le froid, le haut et le bas, la vie et la mort ne sont pas des opposés absolus, mais des aspects d'une même tension. Il disait que le chemin qui monte et le chemin qui descend sont le même chemin. C'est une idée qui s'applique directement à l'effet miroir, parce que les personnes qui nous montrent les choses les plus belles en nous sont souvent aussi celles qui nous montrent les choses les plus sombres. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la malchance, c'est la même tension, la même vibration aux deux extrêmes de la corde. Ce qui en toi peut aimer profondément peut aussi souffrir profondément. Ce qui en toi peut s'ouvrir complètement peut aussi se fermer complètement. Les mêmes zones de toi qui sont touchées dans la joie sont touchées dans la douleur, parce que c'est la même zone, la même profondeur. Et donc, quand une relation te fait souffrir d'une façon que tu ne comprenais pas, quand la douleur semble disproportionnée, quand tu te demandes pourquoi cette personne-là et pas une autre t'a atteint aussi loin, la réponse est peut-être là. Elle a atteint un endroit en toi que peu de choses atteignent, un endroit profond. Et cet endroit profond, quand il est éclairé, qu'il soit dans la lumière ou dans l'ombre, ça fait quelque chose. Il y a une solitude dans tout ça. Je ne veux pas la nier. Si ce que je vois dans l'autre est en partie ma propre projection, si ce que l'autre me révèle appartient à ma propre intériorité, alors il y a quelque chose d'irréductiblement solitaire dans l'expérience humaine. On ne peut pas sortir de soi. On ne peut pas voir depuis un autre endroit que là où on est. C'est ce qu'Héraclite voulait dire, je crois, quand il parlait de ces hommes qui dorment chacun dans leur monde particulier. On est tous, d'une certaine façon, dans notre propre bulle de perception, notre propre univers subjectif, construit par notre histoire, nos peurs, nos désirs, nos angles morts. Et on se rencontre malgré ça. On essaie de se rejoindre malgré ça, avec des mots qui ne traduisent jamais exactement ce qu'on ressent, avec des gestes qui ne disent jamais tout à fait ce qu'on voudrait dire, avec des silences qui contiennent parfois plus que les mots. La rencontre est toujours approximative, toujours imparfaite, toujours un peu ratée dans son ambition de rejoindre vraiment l'autre. Mais c'est peut-être cette imperfection même qui la rend précieuse. Spinoza disait quelque chose de beau sur la joie. Il distinguait deux types de joie. Une joie passive, qui dépend de l'autre, de ce que l'autre te fait,
de ce que l'autre te donne ou te retire, et une joie active qui vient de ta propre puissance d'exister, de ta capacité à agir depuis ce que tu es vraiment. La plupart de nos relations fonctionnent sur la joie passive. Tu te sens bien quand l'autre est là, quand il te regarde, quand il t'approuve. Tu te sens mal quand il est absent, quand il ne répond pas, quand il te retire quelque chose. Tu es dépendant de lui comme d'une source de lumière extérieure. La joie active, c'est autre chose. C'est quand tu n'as plus besoin de l'autre pour t'éclairer parce que tu as trouvé ta propre source de lumière. Quand la relation n'est plus une béquille, mais un choix. Quand tu peux rester avec quelqu'un, non pas parce que tu en as besoin pour exister, mais parce que sa présence augmente ta puissance d'exister sans la conditionner. Spinoza n'a pas dit que c'était facile. Il n'a pas dit que beaucoup d'hommes y arrivent. Il a juste posé la distinction. Et cette distinction, une fois qu'on l'a vue, on ne peut plus tout à fait regarder ces relations de la même façon. Revenons à cette personne une dernière fois. Qu'est-ce qui reste des années après? Qu'est-ce qui persiste dans ta mémoire, dans ton corps, dans ta façon de voir les choses? Je pose la question parce que je pense que ce qui reste n'est pas vraiment elle ou lui. Ce qui reste, c'est ce que la rencontre a modifié en toi. Une façon de voir que tu n'avais pas avant, une sensibilité qui s'est ouverte, une question qui ne te quitte plus, une blessure qui a cicatrisé, mais dont la trace est restée. Ce qui reste, c'est toi. Un toi légèrement différent de celui d'avant. Un toi qui a été révélé à lui-même par la présence de l'autre. Et en ce sens, l'autre ne t'a jamais vraiment quitté. Parce que ce qu'il t'a révélé de toi-même, tu le portes. Tu le porteras longtemps. Peut-être toujours. Dans chaque choix que tu feras depuis, il y a quelque chose de ce miroir. Dans chaque nouvelle relation, dans chaque moment où tu te retrouves à réagir d'une façon qui te surprend toi-même, il y a l'empreinte de cette rencontre. Les gens qu'on a vraiment rencontrés ne disparaissent pas. Ils deviennent une partie de la façon dont on perçoit le monde. Il y a une chose qu'on n'a pas dite encore et qu'il faut dire. L'effet miroir ne fonctionne pas dans un seul sens. Si tu projettes sur l'autre, si tu révèles en lui quelque chose de ta propre intériorité, l'autre fait la même chose avec toi. Il te perçoit à travers son propre filtre. Il voit en toi ce que sa propre constitution intérieure lui permet de voir. Il t'aime, ou t'admire, ou te craint, ou te déteste, à travers ce qu'il est, pas seulement à travers ce que tu es. Ce que l'autre pense de toi n'est donc jamais tout à fait toi. C'est une version de toi, filtrée, colorée, interprétée par tout ce qu'il porte. Et ça libère quelque chose. Ça libère du besoin d'être compris parfaitement. Ça libère du besoin d'être vu exactement comme tu es, parce que personne ne peut te voir exactement comme tu es. Pas à travers le miroir qu'il porte, pas à travers sa propre profondeur sans fond. Ce n'est pas une raison de désespérer de la rencontre. C'est une raison de la prendre pour ce qu'elle est, plutôt que pour ce qu'on voudrait qu'elle soit. Une traversée partielle, un reflet imparfait, un éclairage oblique sur quelque chose qui ne sera jamais entièrement éclairé. Héraclite avait une dernière chose à dire là-dessus, et c'est peut-être la plus belle. Il disait que l'âme qui s'abaisse vers le mouillé trouve la mort. Il pensait que l'eau était associée à la perte de conscience, à la dissolution du soi dans quelque chose de plus grand. Et à l'inverse, il associait le feu à la conscience, à la clarté, à ce qui reste. Ce n'est pas une métaphore sur les éléments, c'est une métaphore sur ce qui arrive quand on se perd dans l'autre, quand on se dissout dans la relation au point de ne plus savoir où l'on est, qui l'on est, ce qu'on ressent vraiment en dehors de l'autre. L'âme qui s'abaisse vers le mouillé, ce n'est pas de l'amour, c'est de la disparition. Et Héraclite valorisait le contraire, rester conscient, rester en feu,
au sens propre de sa métaphore. Ne pas se laisser éteindre par l'eau de la dissolution. Rester présent à soi-même, même dans la rencontre, surtout dans la rencontre. C'est-à-dire qu'utiliser l'effet miroir pleinement, vraiment, ce n'est pas se perdre dans l'autre pour se trouver. C'est rester soi-même assez fort pour regarder ce que l'autre révèle, le voir clairement et l'intégrer sans perdre le fil de qui on est. Tu as rencontré des gens qui t'ont révélé des choses, certaines belles, certaines difficiles, certaines que tu portes encore sans trop savoir quoi en faire. Ces révélations ne sont pas des accidents, elles ne sont pas du hasard. Elles obéissent à une logique, même si cette logique est plus profonde que ce que tu peux voir consciemment. Quelque chose en toi a choisi ces personnes, ou les a laissées entrer, parce qu'elles portaient quelque chose dont tu avais besoin d'être éclairé. Spinoza dirait « Ton conatus t'a guidé vers ce qui pouvait augmenter ta puissance d'exister, même quand ça faisait mal. Surtout quand ça faisait mal, parfois. Parce que la douleur aussi révèle, la douleur aussi ouvre des portes. » Héraclite dirait « Tu es un fleuve. Tu n'es jamais le même d'un moment à l'autre. Et les rencontres qui t'ont le plus touché sont celles qui ont changé la direction de ton cours, même légèrement, même imperceptiblement. » Et Empédocle dirait peut-être « Tu as perçu chez l'autre ce qui existait déjà en toi. Le semblable a perçu le semblable. Et dans cette perception, tu t'es vu toi-même d'un angle que tu n'aurais pas pu trouver seul. » Il y a une dernière chose, une chose qu'on évite de regarder. Si tout ce que je vois dans l'autre me révèle quelque chose de moi, alors ce que je n'arrive pas à voir dans l'autre dit quelque chose aussi. Les zones d'aveuglement, les choses que je refuse de percevoir chez quelqu'un, les qualités que je minimise, les défauts que j'idéalise, les signaux que j'ignore. Ces zones d'aveuglement ne sont pas neutres. Elles correspondent à des zones d'aveuglement en moi. Des choses que je ne veux pas voir, pas encore, peut-être parce que je ne suis pas prêt, peut-être parce que ça demanderait de remettre en question quelque chose d'important. Le miroir ne montre que ce qu'on est capable de voir. Le reste reste dans l'ombre. Et donc, les ruptures, les malentendus, les moments où une relation qui semblait évidente s'est brutalement effondrée, parfois c'est ça. Pas que l'autre a changé, pas que tu t'es trompé sur lui depuis le début, mais que quelque chose en toi a changé et que le miroir montre maintenant autre chose. Et que ce que le miroir montre maintenant, tu ne peux plus faire semblant de ne pas le voir. La question que je veux te laisser n'est pas « Qui sont les gens qui t'ont marqué ?» La question est « Qu'est-ce que tu as découvert de toi-même à travers eux que tu n'aurais pas pu découvrir autrement ?» Et peut-être, juste après, est-ce que tu as regardé ce qu'ils t'ont révélé en face? Ou est-ce que tu t'es concentré sur eux, sur ce qu'ils ont fait ou pas fait, sur ce qu'ils auraient dû être ou pas, comme si le sens de la rencontre était dans l'autre plutôt qu'en toi? Parce que si le miroir est en toi, alors c'est en toi que se trouve ce que tu cherches, pas chez eux. Héraclite disait « J'ai cherché moi-même ». C'est une des rares choses qu'on sache de lui avec certitude. Pas « j'ai cherché la vérité », pas « j'ai cherché Dieu », j'ai cherché moi-même. Et peut-être que c'est là, finalement, le sens de tous ces miroirs que les autres nous tendent. Non pas pour nous montrer eux, pour nous montrer nous. Mais ce que tu fais de ce que tu vois dans le miroir, ça, c'est une autre question.